Alors bonjour à tout le monde, merci d'être là. Et nous avons donc le grand plaisir de débuter cette troisième plénière. Une plénière qui d'une certaine façon va dans la continuité des deux plénières antérieures. Et sinon que vous seront présentées des approches qui ne font pas encore vraiment tradition. Ce sont même des approches qui ont eu parfois quelques difficultés de reconnaissance au sein de la self. Et donc il nous a semblé, quand on a conçu ces plénières, il nous a semblé qu'il était intéressant de montrer combien des approches innovantes, le développement et la reconnaissance de ces approches innovantes au sein de la CEF, ça n'est pas toujours linéaire. C'est fait d'embûches, de difficultés, d'essais pour les dépasser. Bon, et c'est de tout cela qu'on va vous parler. Donc, parler, raconter les embûches, les difficultés, les raisons, essayer de comprendre pourquoi aussi. Et puis aussi, essayer de comprendre combien l'insertion de ces démarches dans la dynamique des relations internationales a eu son importance. Son importance dans le développement de la réflexion, dans l'enrichissement de la réflexion et dans la reconnaissance internationale aussi, évidemment. Voilà. C'est le projet de cette plénière. Et nous aurons donc deux blocs d'intervention, de grosses interventions, qui s'inscrivent dans une plénière qui a sa spécificité aussi. Comme vous le comprendrez, ce sont des exposés du développement de deux grosses approches, enfin qui se croisent d'ailleurs, comme vous le verrez, des exposés qui seront faits sous un mode particulier, faits de témoignages, d'expériences personnelles. Et pour renforcer cela, ce type de réflexion, on a conçu cette plénière de façon à multiplier les moments d'échange avec vous. Donc dans un premier temps, nous écouterons Isabelle Probst et Jessica Riel qui vont nous présenter leur contribution qui a pour titre « Regarder le travail avec un œil, deux yeux ou plus, retour sur la prise en compte du genre en ergonomie avec ses difficultés, ses avancées et quelques enjeux actuels ». Ce sera suivi d'un moment d'échange avec la salle. La seconde intervention menée par Alain Grégo et Adélaïde Nascimento, qui a pour titre « Aiguillonner l'ergonomie sur les histoires du travail, un retour vers le futur », sera également suivi d'un échange avec la salle à propos de cette intervention. Ensuite, à la fin, pour clôturer cette plénière, nous aurons un moment de débat général, notamment sur les croisements qui inévitablement se font entre les deux approches qui seront présentées. Voilà, alors je vous donne la parole. Merci Marianne. Alors nous, on tient à remercier d'abord le comité organisateur de la SELF pour cette invitation. C'est pas allumé, si. De mon côté, j'interviens... Ça marche. De mon côté, j'interviens ici au titre de co-responsable du groupe Genre, Activité, Santé, que je coordonne avec Fabienne Gouty actuellement, qui a pris le relais de Christelle Casse. Et puis, Jessica Riel intervient en tant que responsable de l'équipe québécoise de recherche interdisciplinaire sur le travail, Santé, Genre, Égalité, SAGE. Notre intervention, elle va s'appuyer sur
des discussions collectives qu'on a menées au sein de ces deux groupes. Et puis, elle va retracer aussi une histoire collective à laquelle beaucoup d'entre vous et d'autres encore ont participé. Et on s'excuse d'avance de ne pas pouvoir nommer toutes les personnes qui ont contribué. Alors, ce dont on va parler, c'est effectivement de comment une perspective sur le genre a émergé en Europe et au Québec. Et puis, quels obstacles est-ce que cette perspective sur le travail des hommes et des femmes a rencontré dans ces développements? Comment certains de ces obstacles ont pu être, en tout cas en partie, surmontés et quels apports ça a pu produire pour l'ergonomie de langue française. D'abord, on va dire qu'il faut bien partir du fait que les travaux fondateurs de l'ergonomie de l'activité ont reproduit une invisibilisation du travail des femmes. Et ça, d'au moins deux manières. D'une part, dans certains contextes, si on remonte aux années 70-80, dans certains contextes comme la Suisse, l'ergonomie s'est surtout concentrée sur des situations de travail des hommes en réponse à des demandes d'intervention qui invisibilisaient la présence des femmes dans la sphère professionnelle. Mais, comme on l'a évoqué ce matin, plus paradoxalement, les recherches-interventions des années 70 au CNAM, celles justement d'Alain Wissner, d'Antoine Laville, Jacques Durafour et Catherine Téger, ont porté en majorité sur des secteurs féminisés, comme par exemple le travail des femmes dans l'industrie électronique. Et pourtant, les analyses, les théories qui en sont issues et qui ont fondé les concepts de l'ergonomie de l'activité se sont faites au masculin neutre, en considérant le travail des hommes comme étant le standard de référence et en invisibilisant le fait que c'était bien des femmes qui étaient les protagonistes de ce travail. Ainsi que l'a analysé notamment Catherine Téger dans plusieurs de ses écrits. Alors c'est dans ce contexte que des pionnières de l'ergonomie, en collaboration aussi avec des chercheuses, notamment en sciences de l'éducation et en psychologie du travail, ont commencé à investiguer de manière spécifique le travail des femmes, l'activité de travail des femmes. Donc ici, on pourrait citer, à part Catherine Téger, aussi Viviane Gonick, Edmé Olagnier, Guylaine Doniol-Chaud, il y avait Livia Scheller, il y a eu aussi Pascal Molinier, et puis encore Madeleine Estrine-Béard, et encore bien d'autres qu'on n'arrive pas à toutes nommer pour ce qui concerne ce côté-ci de l'Atlantique. Merci Isabelle. Alors au Québec, comment ça s'est passé? Les premières réflexions sur la prise en compte du genre ont commencé dans les années 80 et se sont faites en parallèle aux travaux européens. Ce qu'on constate en fait, c'est que les réflexions vont débuter lorsque Karen Messing va donner une formation sur la biologie et le travail à des travailleuses à la demande d'un syndicat pour former les travailleuses. Lorsqu'elle a été interpellée par plusieurs questions des travailleuses, elle va réaliser, Karen, qu'il y a peu, voire pratiquement rien sur la santé au travail des femmes. Ce qui va l'amener également à aller se former en ergonomie au CNAM. Et c'est là où elle va faire la rencontre déterminante avec Catherine Téger. Et cette rencontre va nourrir les réflexions et même influencer les recherches qui vont être menées par la suite sur la santé au travail des femmes et à la prise en compte de leur réalité propre en ergonomie. À son retour au Québec en 1993, elle fonde avec Catherine Lippel, une professeure en droit, l'équipe L'Invisible qui fait mal, dont les recherches vont porter sur la santé au travail des femmes et être réalisées en partenariat avec les 3 grandes principales centrales syndicales du Québec. Ce partenariat sera possible en raison de la présence d'un service aux collectivités à l'Université du Québec à Montréal, qui est unique au Québec et même dans le monde. Au sein de l'équipe L'Invisible qui fait mal, il y a plusieurs chercheuses que je ne pourrais pas toutes nommer qui ont participé aux travaux sur genre et ergonomie, notamment Nicole Vézina, évidemment, dont je vais parler tantôt, mais aussi Céline Chatigny, Anna-Maria Seifer, pour ne nommer que celle-là.
Les recherches vont montrer que les femmes, caissières, femmes de ménage, préposées aux bénéficiaires à l'entretien ménager, enseignantes, couturières, femmes dans les emplois à prédominance masculine, sont exposées à des contraintes importantes, ignorées des diagnostics organisationnels ergonomiques traditionnels. En 2000, Karine va publier le livre « La santé des travailleuses, la science est-elle aveugle ?» une référence majeure pour comprendre les biais de genre dans la production des connaissances sur la santé au travail des femmes. Et précédemment, il y avait le livre « Comprendre le travail des femmes pour le transformer » qui avait été publié en 99, où plusieurs travaux du Symbiose, un centre qu'elle avait également créé dans les années 80, avec sa collègue Donna Mergler. Maintenant, on va parler du cadre d'analyse de la division sexuelle du travail. Je te laisse la parole, Isabelle. Oui. Alors, un point, c'est que ces recherches, tant européennes que québécoises, se sont appuyées en particulier sur des concepts issus des sciences sociales et notamment de la sociologie féministe. Et en particulier, un concept qui a vraiment permis d'avancer, c'est celui de division sexuée du travail. Ce concept, donc, pour rappeler, a été développé par Daniel Kergoat en particulier. Et l'idée, c'est que cette division s'articule autour de deux principes. Il y a un principe de séparation, c'est-à-dire qu'il y a des travaux d'hommes et des travaux de femmes dans notre société. Ça se retrouve au niveau de la société avec le partage entre travail domestique et travail productif, mais ça se retrouve aussi à l'intérieur du travail salarié avec des tâches différentes assignées aux femmes et aux hommes. Et puis, il y a un principe hiérarchique, c'est-à-dire le travail d'un homme vaut plus que celui d'une femme, ou en d'autres mots, il faut comprendre que non seulement les femmes et les hommes ne sont pas assignés au même travail, mais qu'il s'agit d'une hiérarchie dans laquelle le travail des hommes est valorisé au détriment de celui du travail des femmes, qui sont associés donc à des tâches de reproduction, de care et en partie à des travaux d'exécution non valorisés. Donc, les sociologues ont bien montré que la division sexuée du travail crée des inégalités de pouvoir, de salaire et de carrière, et d'inégalités dans la prise en charge du travail domestique, bien sûr. Mais les pionnières en ergonomie, en psychologie du travail, ont aussi démontré que les effets de cette division du travail s'étendent aussi au corps et à la psyché des femmes et des hommes qui travaillent. C'est-à-dire que comme les tâches qu'on leur assigne sont sexuées, les effets du travail vont être différents sur la santé des femmes et des hommes. Mais il faut aussi noter que les stéréotypes qui sont présents dans les milieux de travail occultent le plus souvent à la fois les exigences et la pénibilité du travail des femmes. Donc un exemple typique sur lequel beaucoup de chercheuses ont travaillé, c'est celui des TMS, dans lequel les femmes sont surreprésentées du fait du type de travail qui leur est assigné et de leur manque de marge de manœuvre, mais qui ont été longtemps interprétées comme étant le résultat d'une faiblesse des femmes qui ont été minimisées, naturalisées donc, et qui ont fait l'objet de peu de prévention. Alors, les chercheuses sur le travail des femmes mènent leurs travaux au cours des années 70, surtout 80, 90. Et malheureusement, les travaux de ces pionnières vont être accueillis très froidement dans le monde de l'ergonomie, où elles auront des difficultés à publier et à faire reconnaître leurs recherches dans les espaces dominants, autant dans les revues scientifiques que dans les congrès, et aussi dans l'enseignement de l'ergonomie. Alors, je donnerai juste un exemple qui a été retracé dans les discussions, c'est celui d'un projet de publication d'un ouvrage en 1985 sur la santé au travail des femmes, donc thème très novateur à l'époque. Un projet qui était conduit par Viviane Gonick, Edmé Olanier et Paul Ray, et qui se heurte à un refus éditorial sec par crainte d'un dégât d'image si l'ergonomie en venait à être associée au féminisme. Ces réticences se retrouvent également au sein de la SELF à cette époque, avec une certaine marginalisation de la thématique genre. Cela, on peut dire plus ou moins jusque dans les années 2000.
Merci. Alors, du côté du Québec, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, les chercheuses vont aussi faire face à ces obstacles, mais aussi à des obstacles institutionnels, comme par exemple le refus systématique de l'Institut de recherche Robert Sauvé sur la santé et sécurité du travail, l'IRSST, qui va refuser de financer des projets qui vont inclure explicitement le mot « femme ». On va aborder tout à l'heure les stratégies qui ont été mises en place pour surmonter ces difficultés-là, mais un élément important, Karen Messing a d'ailleurs publié l'article pour dénoncer le fait que la recherche sur la santé au travail des femmes était sous-financée. Alors, on s'est posé la question finalement pourquoi il y a eu tant de peine à reconnaître, à intégrer de manière mainstream ces travaux qui intégraient une perspective genre au sein de l'ergonomie. Alors, une première explication, ce serait en fait un phénomène commun à beaucoup de milieux professionnels, c'est-à-dire que jusqu'à assez récemment, il y avait une majorité d'hommes dans les instances de la discipline, par exemple parmi les professeurs ou au CA de la SELF. Et puis, évidemment, sans qu'il y ait aucun déterminisme, les hommes sont souvent moins enclins à repérer et à questionner un rapport de pouvoir où ils bénéficient de certains privilèges, en termes de statut, d'allègement de la tâche domestique, par exemple, alors que les femmes sont un peu plus souvent enclines à s'y intéresser parce qu'effectivement, elles en expérimentent elles-mêmes certaines dimensions. Certaines discriminations comme des obstacles pour accéder au poste, des inégalités salariales, des attitudes sexistes, voire du harcèlement. Mais en fait, en ergonomie, ça ne nous semble vraiment pas une explication suffisante et on pense qu'il y a aussi une difficulté qui était plus spécifique à l'ergonomie, plutôt d'ordre épistémologique, celle-ci. C'est-à-dire que la tradition de l'ergonomie de l'activité, ça a déjà été abordé un peu ce matin, s'est construite dans une perspective d'amélioration des conditions de travail, avec vraiment la volonté de ne pas porter l'analyse sur les caractéristiques individuelles, en particulier pour se distinguer d'une certaine psychologie du travail qui considérait justement le comportement individuel comme la variable d'adaptation. Donc, dans ce contexte-là, invoquer la question du genre, ça pouvait être perçu comme susceptible de mener à des analyses qui mettraient en avant des caractéristiques individuelles et qui négligeraient la transformation du travail lui-même. Et enfin, on a aussi noté que les premières recherches, elles se sont souvent concentrées sur le travail des femmes et n'ont pas pris en considération, ou rarement, la manière dont le genre affecte aussi le travail des hommes. Typiquement, comment des stéréotypes de genre sur la force physique invisibilisent les risques professionnels, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Alors, comment est-ce qu'on est sorti de ces blocages? Donc, c'est en partie la rencontre entre les chercheuses européennes et québécoises qui a joué un rôle de catalyseur pour les recherches sur la santé au travail intégrant une perspective de genre. Et donc, ces travaux vont permettre de dépasser certains des blocages en démontrant que si on prend en compte la dimension genre, on ne s'oppose pas à la démarche de l'ergonomie de l'activité, mais au contraire, on la met en œuvre pleinement en déjouant ces angles morts, les angles morts qui sont produits par une approche soi-disant neutre et qui est en réalité déclinée au masculin. Alors, Alors, comme le mentionne Isabelle, tranquillement, il va y avoir une ouverture progressive qui va se faire au niveau de l'ergonomie par rapport aux enjeux de genre. Donc, depuis les années 2000, malgré les nombreuses résistances, la prise en compte du genre a gagné en légitimité croissante dans le champ de l'ergonomie francophone. Cette reconnaissance progressive découle d'une part de l'impact des résultats obtenus par les travaux des pionnières, c'est-à-dire que ces recherches ont concrètement permis de voir et de faire. D'autre part, la reconnaissance est le fruit de stratégies d'alliance et aussi de synergie avec des acteurs clés. Nous développons ces deux aspects tour à tour. Alors, pour le premier aspect, les impacts des résultats obtenus par ces travaux, en fait, la reconnaissance des travaux prenant en compte le genre en ergonomie va se faire progressivement grâce à la description fine et approfondie de l'activité de travail des femmes et des hommes qui montre, d'une part, que les contraintes et donc les stratégies vont être différentes en fonction de la morphologie et la physiologie des femmes et des hommes, ainsi que de leur insertion dans le collectif de travail.
D'autre part, que ces stratégies différentes sont aussi marquées par l'articulation entre le travail rémunéré et non rémunéré et des temps de vie et de travail. Ainsi, ces travaux vont permettre de rendre visible la pénibilité du travail des femmes et de reconsidérer ce que signifie la charge en ergonomie en y intégrant non seulement les efforts physiques, mais aussi les tensions psychiques, les interactions sociales, les conflits de rôle, les dimensions émotionnelles du travail, notamment dans des métiers de soins, d'entretien et de services où on retrouve majoritairement des femmes. Ces travaux ont ouvert la voie à une meilleure compréhension des mécanismes d'usure, souvent invisibles, mais bien réels, qui affectent en particulier les femmes. Un autre exemple marquant à cet effet est celui de l'étude à l'entretien ménager menée par l'équipe de Karen Messing en 1995. À cette époque, donc au moment de la recherche, il existait des postes de travaux légers. Et vous devinerez qui occupait ces postes en majorité, c'était des femmes. Et ça fait aussi référence à l'intervention de M. Falzon tout à l'heure, donc le travail des femmes léger et les postes de travaux lourds qui étaient occupés majoritairement par des hommes. La recherche faisait suite à une demande syndicale dans le cadre de l'exercice d'équité salariale. L'analyse de l'activité de travail qui a été réalisée par l'équipe de Karen a permis de révéler que les travaux légers étaient plus pénibles que les travaux lourds et ça a permis d'obtenir une augmentation de salaire pour les postes occupés par les femmes. En 2006, la recherche est reconduite et j'y ai participé. Ce qu'on a constaté, c'est que les postes de travaux légers et des travaux lourds avaient été fusionnés et pour prendre le titre de travaux lourds. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes avaient déserté le poste, mais celles qui sont restées ont continué de faire les travaux dits légers, même si le poste fusionné incluait autant les tâches dites légères et les tâches dites lourdes. Autre exemple, les travaux de Nicole Vézina, qu'on pense à la posture debout des caissières ou du travail répétitif des couturières, et j'en passe, il y a plusieurs autres recherches importantes de Nicole, ont aussi contribué à mettre en évidence la pénibilité du travail des femmes en raison du maintien de postures contraignantes, de la répétitivité gestuelle, des rythmes imposés et de l'organisation du travail rigide. Ce qu'on a vu également ce matin avec la présentation au niveau des travaux de Catherine Tégère. Plusieurs travaux, tant québécois qu'européens, ont aussi bien montré que les femmes occupant un emploi à prédominance masculine étaient exposées à des contraintes différentes en raison d'équipements non adaptés à leur taille et physiologie. Par exemple, dans une recherche sur les télécommunications, les échelles n'étaient pas adaptées pour les femmes, notamment, mais aussi d'un non-accès aux ressources dont disposaient les hommes, notamment parce que les femmes se trouvent exclues du collectif de travail. Puis si on a l'occasion tout à l'heure, on pourra aborder des exemples plus détaillés en lien avec ces éléments-là. Maintenant, au niveau des stratégies d'alliance, face aux nombreux obstacles, ce qui a aussi contribué à légitimer les travaux faits sur le genre, les chercheuses ont construit des alliances et parmi les premières rencontres, on retrouve en particulier les congrès Femmes, Travail et Santé, ancrés dans les mouvements sociaux, notamment du Sud global, qui ont permis, donc, par exemple, Barcelone 96, Rio 99, Montréal 2002 et 2008. Ces congrès ont permis de créer des espaces de dialogue et de nouer des alliances durables entre chercheurs, syndicalistes et militantes féministes de différents pays. Ces liens ont mené à la création de structures pérennes comme le comité technique Genre et Travail de l'Association internationale d'ergonomie qui a été impulsé notamment par Karen Messing, Sandrine Caroli en 2006 dans le cadre d'un congrès de l'IEA à Maastricht aux Pays-Bas. La constitution d'un réseau international, grâce à la création de ce comité, va jouer un rôle essentiel dans la légitimation scientifique et sociale de l'ergonomie féministe. Et alors, en Europe, ça s'est traduit effectivement par la mise en place et la structuration d'un réseau qui prend en 2009 le nom de Groupe Genre Activité Santé. Et sous l'impulsion en particulier de Sandrine Caroli, ce réseau a organisé des séminaires, des symposiums, des numéros spéciaux, souvent en collaboration avec des chercheuses du Québec, et a permis de donner une visibilité et un élan aux recherches francophones sur le genre. Et en Europe, au-delà donc de cette dynamique interne à l'ergonomie, les recherches sur le genre ont beaucoup bénéficié de l'appui de l'Institut syndical européen qui, dès 1999, a publié des ouvrages, des articles et organisé plusieurs conférences sur ce thème.
Et une autre synergie décisive qu'on aimerait citer, c'est celle avec l'ANACT en France, qui dès 2008 a adopté le principe d'une analyse différenciée des conditions de travail selon le genre, ce qui a conduit Florence Chaper à collaborer avec le groupe GAS et à développer le modèle heuristique des 4 hypothèses, avec des études de cas en entreprise qui ont aussi mis en lumière l'intérêt de l'analyse genrée des conditions de travail. Donc, on nous dit qu'il resterait peu de temps, mais on va... donc, c'est Alain qui va devoir parler plus vite tout à l'heure. Désolée. Non, mais on va faire plus court. Donc, rapidement, du côté du Québec, le développement de la prise en compte du genre va découler d'un enracinement fort dans les luttes sociales à travers des partenariats de longue date avec des syndicats et des organismes communautaires qui sont préoccupés par la santé au travail de leurs membres. Un exemple important, récemment, les membres de l'équipe SAGE ont participé à une coalition Femmes et Santé-Sécurité regroupant des syndicalistes, groupes de défense des droits des travailleurs et travailleuses et des groupes de femmes. Et la synergie de cette coalition a permis, à travers le dépôt de mémoire en commission parlementaire, d'influencer le projet de loi modernisant le régime de santé et sécurité du travail du Québec, en faisant en sorte que les secteurs d'emploi occupés majoritairement par des femmes soient couverts par des mécanismes de prévention. Si on fait en conclusion où c'est qu'on en est aujourd'hui, du côté européen, donc le groupe GAS a produit des analyses genrées sur de nombreux thèmes, mais c'est vrai qu'un point sur lequel on bute, c'est la difficulté d'intégrer le genre dans les interventions et la conception plutôt que dans les analyses et les recherches. On pourra développer tout à l'heure les raisons de cet état de fait. Et puis, j'aimerais souligner que plus récemment, le groupe GAS a commencé à travailler la question particulièrement de la transition écologique, c'est-à-dire d'interroger aussi pourquoi et comment on produit. Et dans ce contexte, c'est des réflexions apportées aussi par l'écoféminisme, par les productions intellectuelles du Sud global, par des acteurs comme les associations paysannes ou l'éco-construction, qui viennent interroger les frontières du travail productif et reproductif, rémunéré, non rémunéré, donc qui rencontrent des préoccupations portées de longue date par la perspective genre. Et puis, c'est des réflexions évidemment qui nous semblent très importantes aujourd'hui pour essayer de sortir aussi du cercle de destruction environnementale, climatique, sociale dans lequel nous enferme l'économie actuelle. Alors, rapidement, du côté québécois, l'équipe SAGE poursuit les travaux qui ont été amorcés dans les années 90 par l'Invisible qui fait mal, le partenariat dont je vous parlais tout à l'heure. L'équipe regroupe 19 chercheurs, chercheuses et 30 jeunes chercheurs, chercheuses. On poursuit nos travaux et je vous invite à venir à notre symposium qui va avoir lieu après la pause cet après-midi. Il est possible même qu'on fasse le symposium à l'extérieur, donc peut-être qu'on aura plus de participation. Et je pourrais vous expliquer rapidement la perspective écosystémique qu'on adopte dans l'équipe. Et un des enjeux importants sur lequel on se penche actuellement, il s'agit de l'intégration et l'opérationnalisation du concept d'intersectionnalité dans l'analyse de l'activité, c'est-à-dire en regardant les rapports de genre comme centraux et imbriqués à d'autres rapports sociaux, que ce soit la race, la classe, l'âge, le capacitisme, l'immigration, et j'en passe. Pour conclure, je pense que l'ergonomie doit s'affirmer comme un outil de lutte sociale, capable de rendre visibles les risques structurels, de porter la voix des invisibilisés et de transformer concrètement les organisations de travail. Afin de viser des environnements de travail plus justes, inclusifs et soutenables, l'ergonomie doit dépasser une simple lecture technique du travail et reconnaître que les rapports sociaux façonnent les corps, les trajectoires, les douleurs et les marges de manœuvre. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie. Oui, il y a les questions, pardon. Merci beaucoup pour vos interventions. On va avoir 5 minutes pour prendre quelques petites questions, si certaines personnes veulent réagir. Oui, ouais, c'est bon, on m'entend. Julien Drely, je suis ergonome dans un centre hospitalier en Bretagne. Alors c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, dans le sens où moi, ma population de travailleurs, c'est des travailleuses.
à 85-87%, quoi. Et que absolument rien n'est conçu dans ce cadre-là. Donc pour le coup, ça faisait pas mal écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a eu des travaux, effectivement, mais qui prennent pas en compte cette dimension-là. Alors, je travaille dans un service de santé au travail, donc on est assez sensible à cette question-là et on tente d'orienter nos interventions, nos analyses avec cette dimension-là. Ça reste difficile. Et c'est difficile d'autant plus qu'on s'adresse à des équipes de conception, je pense notamment architecturales, etc., qui eux sont des hommes. Enfin, clairement à 87-85%. Et donc en fait, il y a des écarts de représentation qui sont extrêmement importants sur les enjeux du travail réel au regard de la population qui le fait, quoi. Voilà, enfin, je pense à des aides-soignantes par exemple qui sont amenées à nettoyer des plafonds de salles opératoires qui sont à 3 mètres de haut avec des outils qui sont achetés pour le coup et enfin voilà, il y a un travail sur l'outil, quoi, qui n'est pas adapté, clairement pas à des questions morphologiques, par exemple, et qui vont travailler notamment sur du matériel qui, lui, est plutôt conçu pour les chirurgiens, je dis bien les chirurgiens, qui, eux, font 1m90, quoi. Donc elles sont là à nettoyer des choses alors qu'elles font 1m60. Et voilà, donc on va avoir des problématiques de santé, en fait, qui vont se créer là, parce qu'il faut en plus tenir les questions d'hygiène hospitalière. Enfin, il y a des questions très importantes à tenir. Leur travail d'ailleurs est totalement invisible, hein, sauf que si elles sont pas là, bah, ça tourne pas. Et donc voilà. En tout cas, je voulais dire que ça faisait écho quand même pas mal à ce que je peux vivre. Et juste pour finir, pour ceux qui sont amenés à travailler sur ces questions-là, quand on travaille sur des marchés publics, c'est intéressant de mettre cette question-là en fait au cœur de l'analyse des achats, par exemple, tout simplement, pour qu'en fait ça puisse correspondre à la réalité de ceux qui les utilisent. Enfin voilà, une petite réflexion comme ça pour du terrain. J'aimerais ajouter, en fait, que quand j'ai fait mes cours en ergonomie avec Nicole Vézina, justement, on abordait beaucoup la question de l'importance d'impliquer des ergonomes au moment de la conception, au niveau même architectural. Puis là, j'aimerais ajouter que même dans les comités consultatifs, en fait, déjà, il faudrait qu'il y ait des comités consultatifs, ou même comités de santé et sécurité, il faudrait qu'ils soient aussi diversifiés pour pouvoir prendre en compte les différentes réalités et pas assumer qu'on a seulement un modèle de personnes qui travaillent. Donc, ce serait, en plus d'intégrer l'ergonomie dans la conception et d'avoir une gestion intégrée, donc à toutes les étapes quand on achète les équipements, mais de consulter et d'avoir des travailleurs de différentes perspectives, de différentes caractéristiques qui peuvent amener un regard différent. On a le temps pour une deuxième question, si jamais il y a une autre réaction. Bonjour. Ah, vous ne savez pas où je suis. Voilà, je suis ici à l'extrême droite, enfin, ou à votre extrême gauche si vous préférez. Comme vous, c'est vous qui y voyez. Ça va être une question. Voilà, je m'appelle Stéphane Gornikowski pour me présenter. Je travaille sur un dispositif de prévention primaire des violences sexistes et sexuelles dans le secteur de la danse contemporaine. À partir d'une enquête RPS avec à peu près 600 répondants. Et donc ma question, pour aller très vite, c'est est-ce que donc on doit bâtir un dispositif qui est à l'interface aussi des questions de politique publique territorialisée. Et donc je me demandais si, par rapport à ce que vous avez dit sur le groupe genre activité santé, la difficulté d'être au stade de la conception, s'il pouvait y avoir matière à dialogue, en fait, tout simplement. La réponse est assez rapide, c'est oui. Non, c'est vrai que depuis sa mise sur pied, le groupe GAS a justement à la fois fonctionné vraiment comme un réseau de chercheuses et chercheurs, mais aussi toujours en lien avec des questions ou des discussions avec des personnes qui sont plutôt sur des terrains. D'ailleurs, une partie des membres le sont aussi. Donc effectivement, c'est une question voilà, très pertinente et qu'on se réjouit de travailler. Merci. Bonjour.
Mustapha Zouinar, CNAM, CRTD et Orange. Merci pour vos deux interventions. J'avais une question concernant la prise en compte d'autres types ou d'autres catégories de genre. Dans nos discours et dans nos écrits en tant qu'ergonomes, on se limite à 2 catégories. Hommes, femmes, opérateurs, opératrices, utilisateurs, utilisatrices, travailleurs, travailleuses, etc. Or, on sait aujourd'hui qu'il existe d'autres catégories de genre, le genre neutre, etc. Et je me demandais si cette évolution fait également l'objet d'une réflexion de votre part, puisque le genre, finalement, aujourd'hui, ne se limite plus, en tout cas, uniquement à hommes ou femmes. Et ce qui pose aussi la question de la prise en compte du point de vue des personnes, parce que les personnes peuvent éventuellement refuser d'être nommées opératrices ou opérateurs, etc. Et je me disais, mais dans quelle mesure on est en capacité justement de prendre en compte cet aspect-là d'un point de vue méthodologique, voire également d'un point de vue éthique? La réflexion en est à ses débuts, je pense. Je pense que c'est tout à fait pertinent. Mais c'est vrai aussi que on s'est beaucoup basé sur... c'est-à-dire que la bicatégorisation, en fait la binarisation du genre, reste aussi la manière d'organiser le travail. Et donc il faut à la fois en tenir compte pour la déconstruire, et puis aussi... évidemment, mener notre réflexion maintenant aussi sur la déconstruction de cette binarité, de fait, qui est... Ouais. Mais en fait, c'est un sujet, effectivement, qui est très sensible, auquel on commence à réfléchir, mais il y a des enjeux aussi au niveau biologique qui font en sorte qu'on peut avoir aussi en fait, que nos caractéristiques sont influencées aussi par notre physiologie, et donc il faut aussi le considérer. Donc ça pose plusieurs défis. Puis au niveau de la participation ou des personnes qui ne veulent pas prendre certains postes, en tout cas de mémoire, on n'a pas eu de projet où on a rencontré ces difficultés-là, mais ça reste effectivement sur l'identité de genre des enjeux. Puis je dirais que c'est un sujet très, très sensible actuellement auquel on s'attarde, mais c'est ça. On en est au balbutiement. Merci beaucoup. On va passer donc à la deuxième présentation d'Alain et d'Adélaïde. Donc, bonjour à toutes et à tous. Vous avez compris que l'exercice qui nous est demandé est un exercice assez compliqué, puisqu'en 10 minutes, on va défendre un point de vue. Donc le niveau, je dirais, de traitement de la bibliographie va être assez écourté, mais ça fait partie de l'exercice, c'est donc de prendre position sur un certain nombre de sujets. Alors tout d'abord, moi je voudrais lancer un clin d'œil à Antoine Laville, François Guérin et Catherine Tégère, parce que je leur dois beaucoup, y compris dans la manière de critiquer le rapport à l'ergonomie. Et pour ceux qui ne le savent pas, le jour des funérailles de Catherine, son cercueil s'est bloqué dans le transborder et a mis une panique pas possible. Et donc jusqu'à la fin, elle a pu, je dirais, produire un peu d'entropie. Alors, d'où je parle maintenant et qu'est-ce qui m'a amené à tenir le discours ou la posture que je vais vous proposer. Tout d'abord, pour moi, l'ergonomie, elle a 3 dimensions. Une première dimension qui est connue, c'est une des sciences du travail qui est reconnue dans un certain nombre de sphères, etc. C'est une technologie au sens de Toro et Pinsky qui cherche à transformer les situations. Et c'est surtout, et c'est aussi, une utopie à rendre concrète, et là je reprends le travail de Valérie Puyot, et le fait d'essayer de tenir cette utopie entre performance et santé, c'est vraiment un acte politique en tant que tel, et c'est là-dessus que je vais essayer de vous apporter la réflexion. Alors d'où vient cette réflexion ? Cette réflexion, elle vient de 3
courants différents, en tous les cas, qui ont pu m'animer ces derniers temps. Tout d'abord, un travail commun qu'on a pu faire avec Marianne, avec Isabelle, avec Adélaïde, avec Marcel Jackson, sur l'animation qu'on avait proposée au congrès de la SELF avec le documentariste Beto Novaes, on avait travaillé dans un film qui s'appelle Les femmes de l'eau. Et dans ce documentaire, ça met en lumière l'engagement et la résistance d'une communauté de femmes ou de communautés de femmes au pluriel qui sont à la fois dans une situation de chercher à survivre dans des conditions difficiles et en même temps sont des sentinelles de l'environnement qui défendent la mangrove comme un espace elles appellent ça la nurserie de l'océan qui est quelque chose de très important. Et en même temps, dans cette histoire, on va retrouver des questions des conditions des femmes dans le nord-est du Brésil, sur lequel je vais revenir. Cette histoire, et l'histoire, la prise de position que je vais vous proposer, elle a à voir aussi avec les discussions qu'on a au niveau de l'ETNA, qui est l'établi du travail humain en Nouvelle-Aquitaine, entre autres avec Thierry Viel-Soubrane et Adeline Masson. Et elle a aussi à voir avec ce que Sandra Sablon, qui est ergonome chez Indigo, raconte de son travail dans la culture de la banane en Guadeloupe. Donc mon point d'entrée, c'est une histoire qui m'a bousculé. Sur Bordeaux, Médecins du Monde a ouvert une antenne pour travailler sur l'accès aux soins de populations migrantes dans des squats. Ok, jusque-là, rien de très nouveau. Et en travaillant avec ces populations, Médecins du Monde, et Claire Dugleux en particulier, que je salue, a mis en évidence que les problèmes de santé qu'avaient ces populations, c'était des problèmes de santé en lien avec le travail. TMS, risques psychosociaux, exposition des pesticides, etc., etc. Et je me suis dit, mais attendez, on est sur Bordeaux et on a une action de Médecins du Monde qui pourrait s'apparenter à ce qu'ils peuvent déployer dans des pays en voie de développement. Et donc là, j'ai attrapé l'histoire et j'ai essayé de comprendre un petit peu ce qui se passe. En fait, en France, il y a 2 villes qui ont des bidonvilles structurés depuis plus d'une trentaine d'années, c'est Bordeaux et Nantes, pour alimenter l'agriculture en main-d'œuvre pas chère et malléable. Maraîchage à Nantes, viticulture à Bordeaux. Et ça m'a amené à me questionner sur comment l'ergonomie discutait de l'histoire du travail et à partir de quand cette histoire elle commençait, parce qu'il y avait des choses que je ne trouvais pas cohérentes. Et vous savez que dans nos cours, on l'a vu ce matin, souvent l'histoire du travail elle commence avec l'apparition du taylorisme. D'ailleurs, il y a un auteur qui est peu connu et dont Pierre Falzon avait parlé à la SELF à Toulouse en 2017. C'est Jean-Maurice Lahy qui, dès 1916, disait « le chercheur doit sortir du laboratoire », mais je passe vite là-dessus. Quand on parle de l'histoire du travail, parfois on remonte à Villermé, pour le travail qu'il a fait, soi-disant, pour arriver à interdire le travail des enfants. Et vous savez que, et Catherine Tégère l'explique très bien, l'histoire qu'il y avait derrière, c'est que les états-majors n'arrivaient plus à trouver de soldats en bonne forme pour se préparer à la guerre avec l'Allemagne, et donc il fallait travailler sur les jeunes, il fallait les protéger pour fabriquer des bons soldats. Et Wissner, dans ses cours, faisait des liens avec Coulon, faisait des liens avec Vauban sur des améliorations d'outils ou d'organisation du travail. Mais par contre, je trouve qu'il y a dans notre rapport à l'histoire du travail, et ce n'est pas le cas dans d'autres disciplines, on a un impensé autour du modèle de la plantation, et donc de l'esclavagisme. Et quand vous étudiez des croquis, des dessins, des schémas, des tableaux de plantation, vous allez vous rendre compte qu'il y a une rationalité particulière avec des lieux de travail au champ, le moulin pour broyer la canne à sucre, avec les logements qui en même temps incarcéraient les personnes. Vous avez des communs, il y a toute une organisation, je dirais, très spécifique. Et en fait, différents chercheurs se sont intéressés à la continuité entre ce modèle-là et ce qu'on a pu retrouver dans les factories, les premières
usines qu'on a pu retrouver en Angleterre lors donc de la révolution industrielle, où on va retrouver des organisations spatiales qui ont une certaine continuité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voudrais poser et qui va être le fil conducteur de ce que je veux discuter, c'est le rapport à la précarité et à la nécessité de notre système économique aujourd'hui de fabriquer de la précarité. On peut penser que l'esclavagisme est un modèle de l'hyper-précarité qui a été organisé, justifié, je ne reviendrai pas là-dessus, mais au début de la révolution industrielle, vous savez qu'en Angleterre, les lords se sont emparés des communs, ces terres communales où les pauvres pouvaient arriver à survivre, et on les a obligés d'aller travailler dans les factories, dans des conditions, je dirais, que vous connaissez. Mais on retrouve la même chose dans les Landes au début du XXe siècle, où des forêts usagères destinées aux communautés ont été accaparées par les grands propriétaires terriens. Et si vous reprenez les études qui ont porté sur les effets du remembrement en Bretagne, dans les années 50, ce remembrement a mis sur la route de nombreux petits agriculteurs qui avaient plus de moyens de subsistance et qui sont devenus les premiers ouvriers de l'usine Citroën de chez donc à Rennes. Et donc ça veut dire que cette question de la précarité, c'est pas un accident, c'est un système structurel qui a besoin de fabriquer de la précarité pour avoir de la main-d'œuvre, de la force de travail malléable. Et là, on peut questionner les enjeux de l'exploitation des ressources humaines ou des ressources du vivant d'une manière générale. On y reviendra. Et de ce point de vue-là, on comprend tous les intérêts que peuvent avoir un certain nombre d'acteurs économiques à affaiblir les défenses du monde du travail, comme le soulignent Boltanski et Chapelleau. Donc voilà le premier point que je voudrais poser, et on va essayer de jouer en ping-pong avec Adélaïde et voir comment ces éléments de discussion te parlent à toi avec ton histoire donc d'ergonome binational venant du Brésil, pays du Sud, colonisé à un moment donné, et qu'est-ce qu'on peut en tirer pour l'ergonomie. Merci Alain. Je commencerai par une question simple, mais essentielle, qui peuvent avoir en commun une aide-soignante à un hôpital à Paris, un ouvrier d'abattoir dans le sud-est du Brésil, ou encore des agricultrices bio en Ardèche. À première vue, pas grand-chose, et pourtant, les données issues de mes recherches montrent une réalité partagée. Toutes et tous exercent des activités marquées par la pénibilité, par un rapport fort au sens du travail, qu'il soit lié aux soins, à la nature ou à la qualité du travail, mais surtout, leur activité est traversée et structurée par des rapports sociaux imbriqués, de genre, de classe, de race, de territoire. Et cela m'a amené à m'interroger sur ce que notre discipline voit et ne voit pas dans l'activité. En 2018, 2 de mes encadrés, Nicolas et Laetitia, m'ont ramené des récits très concrets de racisme au travail, entendus lors des recherches dans plusieurs hôpitaux parisiens. Cela a fait écho à ma propre thèse, faite en milieu hospitalier, où j'ai témoigné des situations similaires. Ces situations ne relèvent pas simplement d'un racisme qu'on pourrait qualifier d'ordinaire, mais d'un mélange entre une division sexuelle et raciale du travail dans un secteur qui est historiquement féminin, subalterne et racialisé. Donc ces femmes aides-soignantes régulent leur activité pour protéger leur santé mentale et maintenir la qualité des soins, mais au prix d'un effacement de leurs propres souffrances. Quand on a pris au sérieux cette question, liée au cas observé par Nicolas et Laetitia, ainsi que les régulations dans l'activité qui ont été nécessaires pour y faire face, à la fois au niveau individuel, de manière tacite, mais aussi des stratégies collectives qui se sont développées face au racisme, nous étions frappés par l'absence de positionnement explicite dans l'ergonomie francophone sur la manière de traiter ces discriminations vécues au travail, notamment les situations de racisme. Pourtant, les récits étaient très clairs. Des patientes qui refusent de soins parce que l'aide-soignante est noire ou arabe, des injures, du mépris banalisé, des mises à l'écart tacites. Ce n'est pas simplement une dimension individuelle ou morale dont je parle ici, je parle bien d'un phénomène structurel, globalisé, mondial. Et cela influence bien sûr les rapports au travail. Ces cas nous a conduit à présenter une communication au Congrès de la SELF en 2019, dans laquelle nous avons tenté de nommer cet angle mort de l'ergonomie. La communication s'appelle «
penser l'intersectionnalité en ergonomie, prendre en compte les rapports sociaux au travail. Et depuis, je pense qu'il y a une seule autre qui a repris ça, qui est celle d'Alexis, qui a repris ça 2 ans après ou l'année suivante, je ne me rappelle plus. Voilà. Donc, à l'époque, à partir de ces constats, je garde un souvenir chaleureux de mes échanges avec Catherine Tégère et je lui ai demandé en amont, Catherine, qu'en penses-tu que je me lance là-dessus? Elle m'a rassurée, bien sûr, sur la nécessité du sujet et m'a souhaité avec douceur et humour, bon courage. En 2019, nous sommes allés chercher, donc, compte tenu de ces récits, nous sommes allés chercher des outils du côté de l'intersectionnalité, qui est un concept formulé par Kimberly Crenshaw en 1989. Donc, c'est une américaine. Je pense que maintenant, vous connaissez tous parce que c'est devenu très médiatisé. Et ce concept, il apparaît à partir d'une plainte portée par 5 femmes noires contre General Motors. Donc, on est bien dans des questions de travail. Ces femmes se plaignaient du fait que l'entreprise embauchait des femmes blanches et des hommes noirs, mais pas des femmes noires. La plainte a été rejetée par les tribunaux car l'entreprise n'était pas considérée sexiste, parce qu'elle embauchait bien des femmes, ni raciste, parce qu'elle embauchait bien des hommes noirs. Donc, ces cas montrent bien que les plaignantes étaient bien à l'intersection des discriminations de genre et des races. Donc, le terme intersectionnalité a été forgé pour rendre compte de ce que les approches féministes d'un côté et antiracistes de l'autre, donc séparées, ne pouvaient pas le faire. Je n'aurai pas le temps de détailler ici, mais bien évidemment, ces questionnements ont été portés par d'autres, bien avant l'apparition même du terme intersectionnalité. Pour ne rester que dans le XXe siècle, je peux citer des Noires américaines comme Angela Davis avec Femmes, race et classe en 1981, Bell Hooks, Audre Lorde, Patricia Hugh Collins, etc. en anglais. En francophonie, on a Aïwa Thiam, anthropologue sénégalaise, qui a publié en 1978 Paroles aux négresses, et la sociologue française Danielle Kergoar, qui a avancé en 1978 également la notion de consubstantialité, signifiant l'unité de substance entre les entités sexe et classe, et plus tard sexe, classe et race. Au Brésil, on a Lélia Gonzalez qui publie en 1983 Racisme et sexisme dans la culture brésilienne, etc., etc. Donc, les concepts d'intersectionnalité ne portent en lui rien d'original, mais il a une heuristique puissante, à mon point de vue, et maintenant assez vulgarisée. Il a été retravaillé, discuté, critiqué par d'autres, donc on pourra y revenir parce qu'en effet, il s'agit d'un terme qui a été importé des États-Unis, qui a une histoire complètement différente de celle développée en Europe, à la fois compte tenu des événements, mais aussi de ce qui défendait les intellectuels. Mais je pense que ces termes ne restent pas moins intéressants pour nous, puisqu'il offre une grille de lecture qui engage à penser l'activité comme située, historique et relationnelle. Pour revenir au terrain, ce que nous avons observé à l'hôpital, j'ai retrouvé aussi dans un abattoir au Brésil. Ce travail de recherche a montré que l'organisation du travail ne peut pas être comprise ni conçue à partir d'une analyse de l'activité sans historicité. Parce qu'en effet, les ouvriers que j'ai rencontrés, souvent noirs ou métis, issus de milieux populaires, sont enfermés dans des rôles d'exécution, héritiers d'un rapport postcolonial au travail encore très prégnant. C'est-à-dire qu'ils sont assignés à différentes tâches, ils ont peu de parole, ils ont peu de reconnaissance. Donc, ils sont bien, on voit bien ici que la colonisation du Brésil est finie, mais la colonialité est bien là, comme diraient les sociologues péruviens Aníbal Quirano. Dans l'ouvrage assez récent intitulé « Les racismes ordinaires au travail » de la psychologue du travail martiniquaise Marie-France Custodos Lucidi, il est décrit très finement comment les racismes s'inscrivent dans des rapports de pouvoir professionnel, dans des gestes, des regards, des répartitions des tâches. Donc ce n'est pas un accident dans l'activité, mais une modalité fréquente de son organisation, souvent naturalisée. Et cela demande des savoir-faire spécifiques, des régulations, des stratégies qui méritent bien d'être analysées et prises en compte dans l'intervention. De manière encore plus marquée, Alain l'a parlé, on l'a vu dans les documentaires en lien avec les femmes des eaux. Leurs gestes sont chargés d'un savoir écologique sensible, souvent visible dans les politiques publiques et pourtant vital pour penser les transitions écologiques. Ce lien entre intersectionnalité et écologie me paraît aujourd'hui central. On parle beaucoup de transition, des métiers de la transition, les métiers verts ou verdissants. Mais il faut savoir qu'au niveau européen, en 2021, seulement entre 22 et 27% de ces emplois étaient occupés par des femmes, contre une moyenne de 46% dans le reste de l'économie. Et souvent, ces femmes vont occuper les métiers verts ou verdissants les moins qualifiés et les plus précarisés.
Là encore, on va voir l'essence du travail coexister avec des conditions de travail difficiles, marquées par des inégalités structurelles. C'est le cas aussi des femmes chefs d'exploitation que j'ai pu rencontrer en agriculture biologique, en Ardèche, qui ont plus de difficultés que les hommes pour trouver un crédit et moins de soutien de la part des conjoints que leurs collègues masculins. Donc, de toutes ces situations, je pense qu'analyse ergonomique de l'activité reste pertinente, mais elle perd en engagement si elle ne prend pas en compte l'épaisseur des structures sociales dans laquelle s'inscrit l'activité. C'est que le racisme ordinaire au travail, tel qu'il a décrit Marie-France Custodo-Lucidi nous montre, c'est qu'il ne s'agit pas de phénomènes spectaculaires, mais de formes diffuses, implicites, intégrées dans l'organisation du travail elle-même. Donc, reconnaître cela et le prendre en compte dans l'intervention, c'est rendre notre discipline plus juste, plus lucide et peut-être plus capable d'agir là où les inégalités se construisent aussi silencieusement, dans les silences du quotidien. Et pour finir, bien sûr que cela pose des grands défis. On n'a pas toutes les réponses aujourd'hui. Il faut bien évidemment éviter les pièges de l'essentialisation, c'est-à-dire ne pas enfermer les gens dans des identités figées, assignées, ni les psychologiser, ce qui relève du collectif de le structurel au niveau seulement individuel. Donc pour ça, je pense qu'il n'y a pas crainte à avoir. Il y a de nombreux écrits depuis les années 70 qui vont nous aider sur ça. Malgré cela, mais cela exige aussi que nous sortions de notre zone de confort théorique, parce que je pense que nos outils d'analyse sont capables de faire ce type d'analyse. Je crois que nous avons tout à y gagner. Donc voilà, comme l'a dit une sociologue canadienne, Sirma Bilge, où le Canada est plus avancé sur ces questions, je peux le dire, qu'est la France. Elle dit que l'intersectionnalité, ce n'est pas un concept, c'est une praxis. Et comme l'ergonomie, elle repose sur une attention radicale au réel, à la singularité, aux voix souvent inaudibles. Et donc, à mon avis, les formations des futurs ergonomes, par exemple, devaient prendre en charge à part entière ces questions. Ça a commencé avec le genre, tout doucement. Je ne sais pas si dans toutes les formations d'ergonomie, le genre est un sujet abordé dans les cours. Mais je pense qu'on pourrait aussi élargir la focale pour rendre visible et transformer les liens de plus en plus subtils, fragiles et questionnables entre santé et performance. Et là, je te passe la balle, Alain, si tu peux dire un mot sur ces liens. Dans les 5 minutes que j'aurais dû avoir et que je n'ai pas, ce que je veux, c'est quand c'est le travail d'équipe, le dernier de cordée. Donc, ce que je voulais poser là, c'était 2 éléments. Un, c'est le rôle de la self au jour d'aujourd'hui pour aborder ces questions-là qui dépassent, je dirais, les modèles, les pratiques traditionnelles qu'on a pu construire. Et dans ces espaces-là, je voulais questionner notre rapport donc, à cette utopie de tenir à la fois performance et santé. J'ai participé, vu mon grand âge, à un certain nombre de projets de conception, un certain nombre de recherches-actions. Et mon constat au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a pu tenir de manière temporaire un équilibre entre santé et performance en fonction de conditions spécifiques des projets, des acteurs, des rapports de force. Mais très vite, la performance a regagné sur les questions de santé. Et je vous rappelle que la ville, en 1998, nous alertait sur les silences de l'ergonomie vis-à-vis de la santé. Casamian, en 2000, dans la lettre de la SELF, questionnait aussi sur ces aspects-là. Et je pense qu'on en a très peu discuté dans notre communauté, que dans bien des cas, le rôle de l'ergonome, c'est d'éviter de la casse dans des projets de transformation pour tenir la performance. Et rares sont les projets, rares sont les ergonomes où on arrive à tenir en même temps, pour chacun des projets, ces 2 éléments-là. Donc ça, c'est vraiment un point que je voulais mettre en discussion dans la communauté. Et ça veut dire qu'il est possible que cette utopie qui nous porte de tenir les 2, on ne puisse pas l'avoir disons, tout au long d'une partie d'une carrière, parce qu'on on peut être d'un côté ou de l'autre. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Mais en tous les cas, il me semble qu'il y a un enjeu majeur que la SELF accueille ce genre de discussion et nous outille pour faire face aux transformations des métiers. Vous connaissez comme moi les nouvelles pratiques et les offres aux entreprises où il suffit de placer des caméras dans l'entreprise et puis un observateur à distance va observer, va coder, et il n'y aura plus d'intervenants et on est en train de se faire manger par un certain nombre de pratiques qui sont complètement déloyales. Et si on ne veut pas devenir des précaires parmi les précaires, si ce n'est pas déjà le cas, il y a un enjeu que la SELF se saisisse de ces objets-là, probablement dans une manière plus, je dirais, fédératrice ou de fédération. On en discutera par la suite. Voilà.
Merci beaucoup. On va prendre quelques questions concernant cette présentation. Et après, on a prévu, il doit rester à peu près 30 minutes de questions sur l'ensemble des présentations. Oui. De nouveau, Moustapha Zouina, merci pour votre présentation. En vous écoutant donc sur les deux thèmes, regarder le travail avec un œil, etc., sur le genre, et aiguiller l'ergonomie donc sur les histoires du travail, et en particulier ce qui a été dit sur l'intersectionnalité et la question de comment tenir, c'est une problématique à laquelle on tient évidemment, tenir performance et santé. Et donc en vous écoutant, je me suis dit, mais au fond, peut-être qu'il y a un troisième terme à côté de la santé et de la performance, il y a peut-être aussi la justice sociale, il y a l'égalité. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui devrait aussi faire partie finalement de ce que l'on souhaite faire en tant qu'ergonome, alors même si on le fait implicitement. Donc est-ce qu'il n'y a pas là aussi ce troisième terme à prendre plus explicitement au sérieux? Merci. Je pense que ta remarque est très juste, et probablement que dans la discussion de ce matin et du lien avec le travail communautaire, où la question de la justice sociale est posée comme un élément clair, là il y a le quoi de le développer, mais pour pouvoir traiter de cela, il faut que dans notre communauté, où on peut avoir, je dirais, des sous-communautés de praticiens, de consultants, d'intervenants dans les grandes entreprises, de chercheurs, et on est quand même de moins en moins de chercheurs dans la SELF, et ça doit aussi nous questionner, on n'est probablement pas d'accord sur ce que je viens d'annoncer, et c'est ça qu'il faut mettre en discussion, c'est ça qu'il faut structurer, et c'est comment on peut à la fois, je dirais, vivre en tant qu'ergonome, quelle que soit sa fonction, et tenir cette utopie. Et l'utopie, elle va jusqu'à la justice sociale, effectivement, dans des contextes, le cas des travailleurs migrants dans l'agriculture bordelaise ou des livreurs à vélo, on est sur ces vrais sujets-là. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas le traiter en tant qu'ergonome. C'est une logique pluridisciplinaire, multi-acteurs, y compris avec des ONG, y compris avec des représentants de la mairie. On va sur des approches territoriales. Sandrine Caroli, je suis ravie de voir cette session. Il y a 10 ans, on avait à peine abordé le genre, et là, on ouvre au genre et l'intersectionnalité, mais aussi à d'autres questions. Donc, je suis ravie que la SELF puisse tenir ce sujet, d'ouvrir l'invisible. Alors, je pense que la question qu'on devrait se poser peut-être dans 10 ans, moi je ne serai plus là, mais dans 10 ans, j'espère qu'il y aura cette question qui viendra aussi à la SELF, c'est que on doit pouvoir évoluer sur la question du travail, de ce que c'est que le travail. Renverser ce modèle capitaliste des rapports de domination, c'est une question sociétale. Je pense qu'on a beaucoup de communication là, pendant ce congrès sur PME, intermittence, chômeurs qui font autre chose. Voilà, je pense que notre transformation, c'est aussi vers un autre monde, un monde alternatif, un monde qui doit faire face à des adaptations aux conséquences du changement climatique. Et voilà, je me pose la question finalement en quoi l'approche par le genre ou par l'intersectionnalité peut nous aider aussi à aller vers un autre modèle peut-être du travail. On aura une meilleure réponse dans 10 ans, je pense, mais je peux déjà donner un certain point de vue. Merci beaucoup, Sandrine, de ta réflexion. Je pense que nous sommes tous, les humains, face à des problèmes sociétaux majeurs, de précarisation, de crise climatique, etc. Et notre modèle entreprise, très cloisonné, intramuros, ne fonctionne plus. Et je pense que ça, c'est la réalité déjà de plusieurs personnes ici, qui ont dû casser ces murs de l'entreprise pour s'attacher à des questions plus de territoire, des sociétés, des politiques publiques, etc. Donc ça amène à des alliances, je pense. C'est ça, comme disait Alain, travailler avec d'autres, faire des alliances avec des acteurs locaux, y penser une recherche plus avec les acteurs que pour les acteurs,
Ce matin, quand on a entendu parler d'ergonomie communautaire, cela ne m'est pas du tout étranger parce qu'en Amérique du Sud, on est très centré là-dedans dans nos formations universitaires. Les formations universitaires au Brésil, on a une triade enseignement, recherche, extension, et l'extension, c'est bien un service rendu et fait pour et avec la communauté du territoire de l'université. Et donc j'ai eu ce type de formation-là, et il faut savoir aussi qu'en Amérique latine, ça m'a fait écho aujourd'hui à ça, en Amérique latine, il y a un concept qui a été développé, le Canada aussi, de santé collective, qui n'est pas simplement la santé publique, épidémiologique, avec des facteurs biologiques, mais une santé bien où il y a des déterminants sociaux qui vont influencer. Donc la santé collective, c'est un engagement politique fort aussi pour défendre des approches participatives, territoriales, etc. Et je pense que même l'approche de la santé et de l'ergonomie pourrait aussi être plus élargie dans ces sens-là, quoi. Et la performance, je l'utilise de moins en moins, donc je ne sais pas quoi dire. Vas-y. Didier Bonin. En continuité avec ce qui vient d'être dit, entre ce qu'on a vu un peu plus tôt ce matin et ça, on voit bien que la dimension politique de l'ergonomie commence, il y a peut-être un basculement là, il me semble, dans l'approche. Et par rapport à ce que disait Alain sur l'équilibre entre santé et performance dans les interventions, comment finalement nous on pousse la santé mais la performance finit toujours par gagner d'une certaine manière, il me semble que ça veut dire aussi que il faut aller sur le modèle économique de l'entreprise. Il faut passer à ce niveau-là pour pouvoir atteindre, parce que même dans mon expérience d'accompagnement de trajectoire d'entreprise ou d'écosystèmes coopératifs territorialisés sur le modèle économique de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, qui est un modèle économique qui est réellement alternatif de ce point de vue-là et qui pense la centralité du travail, eh bien, dans ces accompagnements de longue durée, les forces de rappel du modèle économique dominant sont monstrueuses, sont énormes. Et donc il faut finalement penser maintenant peut-être l'intervention en ergonomie sur des durées beaucoup plus longues, dans une coproduction de l'intervention, quelque chose qui aujourd'hui devient complètement nécessaire, il me semble, mais qu'il faut continuer à construire. Est-ce que je peux renchérir sur, prolonger François Hébot, ici. Je voulais renchérir à la remarque de Didier. Je trouve que, d'abord merci, ce que vous avez présenté, c'est très intéressant. Je voudrais revenir sur l'histoire de l'intersectionnalité. Adélaïde a souligné que ce n'était pas un concept, mais plutôt une pratique analytique, si je traduis bien ce que tu as voulu dire. Autrement dit, je pense que c'est quelque chose qui est très opérant dans l'analyse de l'existant pour comprendre comment ça se fait que. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut en faire dans la dynamique d'une intervention? Parce qu'il me semble que dans une dynamique de l'intervention, ce qui est posé, c'est la nécessité justement de décrocher d'une dimension identitariste ou d'identité sur un critère quelconque pour entrer dans une dynamique d'émancipation, c'est-à-dire précisément de s'affranchir de ces distinctions qui ont été utiles à préciser pour comprendre comment elles séparent, elles installent les gens dans la domination. C'était aussi une question. Mais si on retourne l'affaire, ça veut dire que la dynamique de l'intervention, c'est l'émancipation. Donc, s'affranchir. Et que c'est à la fois un enjeu santé, un enjeu de culture, un enjeu politique et économique. Et je trouve qu'on n'a pas là, mais c'est le moment où on est, moi j'en ai pas tellement plus, de réflexion, j'allais dire critique, sur la notion d'intersectionnalité qui est utile encore une fois à valoriser dans l'esprit que tu as dit, ainsi que ce que Alain a repris. Mais on ne voit pas comment il est prétendu, ou justement pas possible de prétendre, que ça marche dans une dynamique d'intervention. Donc si on la retourne. Merci beaucoup pour ta question, François. Le terme intersectionnalité est très critiqué par des scientifiques en France, des sociologues notamment, critiqué par son importation, c'est-à-dire par la priorité qui a été donnée à la race, parce que ça vient des États-Unis et des luttes sociales
des Noirs américains, et qui, avec une discussion qu'en France a une autre histoire, et c'est la classe plutôt qui a pris le parti avec les analyses du travail ouvrier et aussi le marxisme. Et donc il y a un long débat entre l'importation du terme, mais je pense que tout le monde est d'accord sur l'imbrication. Et puisque c'est un rapport, il n'y a pas de Noirs racisés. Quand je dis noirs, c'est les peuples racisés, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais c'est une assignation qui est donnée à la personne. C'est comme si vous me regardiez et vous pensez elle est brésilienne, et derrière ça, vous avez un stéréotype de ce qu'est une brésilienne, et comment je dois agir, comment je dois danser la samba, etc. etc. D'accord? Donc c'est une assignation. Ce qui ne dit rien de mon identité, parce que vous ne connaissez pas mon histoire. Vous voyez, donc c'est là où on dit on ne va pas essentialiser. Et quand tu parles d'identité, je ne vais pas parler d'identité justement. Je pense que c'est un piège de penser en termes d'identité. Je ne le pense pas en termes d'identité, je pense en termes de racisme structurel. Et quand tu dis qu'on doit s'affranchir de ces identités, moi je me dis qu'on doit s'affranchir du racisme. On doit s'affranchir, donc on doit avoir une posture antiraciste de nos interventions. Donc ce n'est plus possible en 2025 qu'on voit des situations de racisme dans nos interventions, que nos étudiants le voient, qu'ils arrivent et nous racontent et qu'on n'ait pas d'outils pour les traiter. Parce que ça a un impact sur l'activité. Les aides-soignantes qui ont été analysées par Nicolas et Laetitia, elles souffraient du racisme et elles devaient s'organiser collectivement pour appeler une autre aide-soignante pour aller voir un patient qui ne voulait pas d'elle. Tu vois? Si on ne parle pas d'activité, on parle de quoi? Donc ça, c'est un constat sur l'analyse. Et un constat sur l'intervention, ben, c'est mettre ça en discussion, comme on a aussi bien fait sur l'écart réel prescrit et d'autres termes, mettre ça en discussion dans des situations de travail pour ne pas simplement s'affranchir des identités. Les identités des gens ne m'intéressent nullement. Je m'intéresse à ce qui se passe dans leur activité. Et s'il y a une situation de racisme dans leur activité, je pense qu'une manière de s'émanciper de ça, c'est de mettre au moins en discussion et essayer de les combattre et essayer de penser des formes de régulation qui soient beaucoup plus collectives, solidaires, engagées, éthiques, etc. etc. Bonjour, Isabelle Fayou, Université Laval, je suis de ce côté. Merci pour vos présentations, pour tous les intervenants, ça a été vraiment très intéressant. Puis j'ai 2 commentaires, en fait, j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est par rapport à ce que disait Alain sur la mise en tension, puis l'utopie, santé, performance. Moi, je travaille beaucoup dans le réseau de la santé au Québec, et puis j'ai, jusqu'à présent, je dirais, essayé la technique du cheval de Troie pour essayer de tenir santé et performance. Puis je vois que ça se décide tellement au-dessus, au niveau politique, que la technique du cheval de Troie commence à me peser un peu. Et donc j'ai envie d'adopter quelque chose de beaucoup plus critique comme posture et de plus tellement chercher à tenir la performance, mais vraiment d'aller chercher à tenir la santé. Et j'ai l'impression qu'il y en a d'autres que moi qui tiennent la performance. Donc moi je suis un peu à un point de bascule en fait dans la façon de mener des recherches dans ce secteur-là. J'ai plutôt envie de secouer les choses. Puis la deuxième, c'est par rapport aux impensés, à l'intersectionnalité, etc., puis au genre là, dont on discute. Moi, je me questionne par rapport à nos étudiants. Je devrais dire nos étudiantes, à 90%. C'est aussi un impensé, je trouve, je l'avais un peu souligné aux Journées de Bordeaux au mois de mars, de ne pas parler du genre aussi, puis de la féminisation de la profession. Et puis ce à quoi nos étudiantes en particulier peuvent être confrontées, surtout si elles sont aussi racisées. Donc on commence à discuter dans nos cours de si on vous dit ma petite cocotte, ma petite jolie, tu laisses ça passer ça, tu nous la ramènes et puis on voit ensemble comment on y travaille aussi. Donc je trouve qu'il y a un peu un impensé entre nous aussi, dans nos interventions, dans nos postures, ce que ça peut faire sur nos intervenants. Et puis comment aussi on en discute, voilà. Je pense qu'on est rendu là quand même, il y a des choses que peut-être on laissait passer avant, mais il ne faut plus laisser passer. Voilà, merci. Bonjour, Thierry Vielle-Soubran, Etna. Je voulais vous remercier pour toutes ces présentations depuis ce matin. Je trouve que c'est un superbe travail. Et je me dis enfin, on se réveille. Alors je voudrais enlever le genre, je suis désolé, mais je pourrais faire quelque chose d'un peu plus universel, le genre humain. Parce que c'est dans nos différences, et c'est avec nos différences qu'on s'enrichit. Et je comprends tout à fait ce combat contre le racisme, sur l'égalité des genres. En même temps, il y a combien de genres aujourd'hui? On est tous différents. Puis il y a des grands, des petits, des blancs, des noirs, et tout ce qu'on veut. Et elle est belle, cette diversité, c'est notre humanité. Et je me dis, comment dans les pratiques on peut construire là-dessus? Parce que
tu as raison Adélaïde, et comment on fait avec les étudiants? Vous avez raison, comment on fait avec les étudiants demain? Quels outils on leur donne? Et je me pose une question, est-ce qu'il faut que l'ergonomie travaille seule dans son coin? Est-ce qu'il n'y aurait pas tout intérêt à ramener d'autres disciplines qui travaillent déjà sur le sujet de ces différences-là, du racisme, par les sociologues, les anthropologues, et de faire quelque chose, je ne sais pas, moi, 1 ou 2 journées de travail collectif qui permettrait de pouvoir donner des clés, du grain à moudre, pour pouvoir construire des programmes de demain, et qui pourraient donner aussi des outils à tous les intervenants qui sont là, et qui, j'espère, ont ce même sens de progrès social, ont ce même sens de notre condition d'être humain, mais pas que dans le travail, dans notre vie de citoyen, qui aujourd'hui, si on regarde, ça fait un peu peur. Et j'ai l'espoir que c'est cette communauté, et que cette communauté sera un moteur d'un avenir meilleur que celle qu'on voudrait bien nous montrer aujourd'hui. Donc la question, c'est est-ce que demain il y aura quelque chose, un événement qui pourrait être envisagé avec d'autres disciplines sur ces problématiques-là, plutôt que de s'enfermer dans une seule discipline, construire quelque chose de commun et donc de plus puissant. Merci. Alors, la question que tu soulèves pour moi est décisive, parce que ce qu'on pose là va au-delà des modèles de l'ergonomie tels que nous les avons construits aujourd'hui. Si nous reproduisons comment nous sommes emparés de notions ou de modèles venant d'ailleurs sans maîtriser en profondeur l'ensemble des éléments et ce qu'on a fait pendant longtemps, comment à un moment donné, en tant qu'ergonome, on était capable de faire de la conduite de projet à la place des architectes, à la place des ingénieurs, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça questionne très clairement l'identité de l'ergonome en intervention et de l'ergonome en recherche aussi, avec qui on est en capacité de travailler, qu'il y a des épistémologies compatibles et d'autres non compatibles, mais il y a déjà des interactions qu'on peut avoir, mais effectivement, ce que j'adresse à la SELF, c'est que si on fait comme on a toujours fait, de s'approprier des notions qui viennent d'ailleurs sans les maîtriser, je pense qu'on va être en grande difficulté, et on a un devoir de co-construction avec d'autres experts qu'on n'a pas toujours fait, en tous les cas, dans notre parcours. Sachant, juste pour compléter, que ça fait 20 ans que je suis en France, donc je peux me permettre certains vécus. La thématique est très compliquée en France par rapport à d'autres expériences. On discutait par rapport au Québec, même Portugal, même. Le Brésil est un pays où le racisme il existe partout, on est d'accord, c'est structurel. Mais où il y a des avancées majeures depuis les 20 dernières années, où c'est dans l'académie, où c'est dans les médias, les débats publics est super intéressant, des hauts niveaux à ces sujets-là. L'éducation populaire est sur ça. Il y a des livres de vulgarisation. Donc il n'y a plus un doute sur le fait que ça existe. En France, c'est encore très tabou. Vous voyez les niveaux des débats dans les médias, sur quoi ça porte. La caricature pour les femmes noires, c'est est-ce que les cheveux comme les miens doivent se porter comme ça ou lisses, quoi. On rigole. Et donc, voilà, des choses comme ça. Et c'est très compliqué, alors que d'autres l'ont fait, les sociologues, les anthropologues. Il y a des approches décoloniales dans d'autres disciplines. Donc, je ne sais pas pourquoi la nôtre, qui porte en soi, en son germe, un souhait d'émancipation, comme l'a dit bien François, de justice sociale, comme l'a dit Mustapha, ne pourrait pas le faire, quoi. Je pense que ça nous sera reproché pour les nouvelles générations, si on ne le fait pas. Je me permets de prendre, puisque j'ai le micro, Vera Bustamante. Je vais être brève, et ce n'est pas une question, mais juste un énorme merci. Merci à tous les intervenants pour les travaux que vous faites. En tant qu'ergonome dans une entreprise en Suisse, pour moi, pour ma santé mentale, c'est bon de savoir que vous êtes là et que vous travaillez sur ces sujets de manière compétente et inspirante. C'est tout. Merci, on ne vous voit pas, c'est à la bas. Tu la connais? Bonjour, Anne Grunstein, travaille dans un service public en région parisienne. J'entends, il faut que la SELF fasse ci, il faut que la SELF fasse ça. Je pense que la SELF, c'est nous, c'est nous tous ici. Donc c'est une première remarque que j'ai. Et je voudrais, tant par rapport à ce matin, ce qui a été dit au niveau des travail avec les communautés, que ce que vous avez évoqué cet après-midi.
le contexte politique a beaucoup évolué depuis les travaux de la ville, Catherine Tégère, la place des syndicats, enfin voilà, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et moi, j'aimerais savoir qu'on partage ensemble comment vous avez, que ce soit les 6 expériences de ce matin, ou ce soit ce que vous êtes en train de faire quand vous parlez d'alliance avec des ONG, de travail sur des territoires, qu'on partage les constructions des conditions pour intervenir et qui sont dans la politique, voilà. Et ça, parce qu'on va pouvoir tout à fait partager grâce à ce que vous avez fait, des constats, l'impact du colonialisme, etc., on va pouvoir partager des intentions, mais maintenant, il faut y aller. Et y aller, il faut qu'on partage comment chacun, et qu'on essaye, là où on est, d'y arriver. Et franchement, le contexte est extrêmement compliqué. Et quand on ne fait pas de la recherche et qu'on est dans une structure, on a un demandeur. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais juste dire. Peut-être 2 niveaux de réponse. Il faut se dire qu'il y a des fois où on n'y arrive pas. Et on n'arrive pas. Moi, j'ai des histoires où je ne suis pas arrivé à tenir santé et performance. Il y a des histoires où je suis sorti des projets parce que, voilà. Et donc, parler de ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est peu souvent qu'on le fait à la self, et ça, c'est un enjeu. Deuxième enjeu, pour moi, c'est la question de la demande qu'il faut qu'on retravaille en tant que notion fondatrice de ce qui nous a amené à un moment donné à répondre, à proposer une intervention. Parce que qui dit demande, dit à un moment donné des rapports de force institués dans des organisations qui permettent d'émettre une demande à un moment donné par un canal quel qu'il soit. Au jour d'aujourd'hui, ces rapports de force, ils sont morcelés et c'est des bouts de choses, de demandes qui arrivent. Ce n'est pas des demandes unifiées comme on les avait. Et ce matin, il y a eu une discussion, je ne sais pas si vous vous rappelez, la différence entre demande et préoccupation. Et la question de la préoccupation des travailleurs migrants, par exemple dans la viticulture bordelaise, c'est pas forcément la santé au travail au jour d'aujourd'hui. C'est comment j'arrive à rester sur le territoire, comment j'arrive à vivre, comment j'arrive à manger, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, dans ce contexte-là, il n'y aura jamais de demande telle qu'on avait l'habitude de les travailler. Et donc, c'est comment, par des réseaux divers, on travaille autour on repère des préoccupations, on retrouve des acteurs qui portent des préoccupations, et je pense qu'il y a un jeu, il y a un rôle énorme qu'on peut jouer via nos étudiants dans certaines parties de leur cursus, où il peut y avoir, ils peuvent, par des micro-présences, interventions, on discute ça comme on veut, aider à capter des préoccupations qu'on retravaillera de toute manière dans du moyen terme, et ça ne va pas se faire comme ça dans l'action. Donc pour moi, c'est cette tension de demande-préoccupation, Fabienne Gouty dirait préoccupation des personnes, projet de vie des personnes, vous voyez, et ça va au-delà de la question de travail et de demande telle qu'on avait l'habitude de les entendre. Eh bien, merci beaucoup. Ah bah, c'était super.